j'ai beaucoup de chance parce que finalement, l'exposé précédent de Jean Gaillon est une excellente introduction à ce dont je vais vous parler. Et donc je peux tout de suite sauter sur un certain nombre de choses. Bien sûr, la présentation que je vais faire est une présentation extrêmement biaisée sur cet essor de la génomique qui a un certain nombre d'années. On va tout de suite revoir ceci. Et ce biais, évidemment, est dû à des choix qui sont totalement arbitraires, qui sont les miens. J'ai plus insisté sur des choses que je trouvais intéressantes, même s'il y en a qui le sont plus, mais c'est tout à fait subjectif. Donc, on va tout de suite sauter un grand nombre d'années. On va se retrouver dans les années 60, dans cette fameuse période de l'âge d'or de la biologie moléculaire, à la suite des découvertes de Watson et Crick. Et cette période montre assez rapidement qu'il y a un problème majeur à résoudre, qui est celui de la structure des acides nucléiques. Et ceci pour deux raisons. D'abord, parce qu'on l'a déjà dit, ces acides nucléiques sont la forme de stockage de l'information génétique. Donc l'information génétique, on va la retrouver là-dedans. Et puis, ce sont aussi des constituants extrêmement importants, absolument essentiels, dans toutes les machineries de la biologie moléculaire, qu'il s'agisse de la réplication, de la transcription, de la traduction. Et donc, il y avait absolument une nécessité à avoir des informations sur le plan structural de ces molécules. Et assez curieusement, et pour des raisons qu'on comprend bien sûr très bien, les premiers progrès ont été faits avec l'ARN. On savait séquencer l'ARN avant de séquencer l'ADN. Le premier gros succès, c'est celui de Hawley avec la structure d'un aminoacide, d'un tRNA, de levure. Et ceci dès les années 65, enfin dès milieu des années 60, simplement parce qu'on savait couper de façon relativement spécifique, enfin très très peu spécifique quand même, mais juste derrière un nucléotide que les enzymes étaient capables de reconnaître. Et cette méthode, en plus, c'était une méthode non radioactive, donc on utilisait des quantités absolument fantastiques de ces acides nucléiques qu'il fallait purifier au préalable. Alors je parle de tout ça parce que moi-même, j'ai fait ça exactement dans le début des années 70. Donc pour moi, ce sont mes débuts. Peu de temps après cette première structure, Sanger met au point une autre méthode de séquençage d'ARN, cette fois-ci basée sur le marquage au P32, et ça c'est déjà un progrès fantastique. Et dès 67, il publie la séquence d'un ARN structural du ribosome, l'ARN 5S, et puis en utilisant cette même technique, quelques années plus tard, Walter Fierce propose la première séquence de gènes. Alors là, la définition de gène qu'on va prendre cette fois-ci, c'est tout simplement, on va du signal d'initiation, du start, au signal de terminaison, le stop. Et ce qui est remarquable, c'est que bien sûr, le code génétique se trouve vérifié dans ces structures de premiers gènes. Alors là aussi, c'était encore une fois des ARN, tout simplement, parce que c'est ce qu'on savait séquencer. Et puis, pour un ARN viral, c'était relativement facile à purifier. Enfin, il y a tout un tas de raisons et à marquer, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ça a commencé par ces ARN viraux. Et 6 ans plus tard, le même Walter Fierce publie la séquence complète du même phage pour lequel on avait séquencé la capside. Donc vous voyez, il a fallu 6 ans pour passer de quelques centaines de nucléotides à entre 2 et 3 000. Donc c'est un temps absolument considérable qu'il fallait, et on voit un peu les difficultés auxquelles les gens se frottaient alors. Voici cette fameuse séquence, donc publiée en 1976. Alors ça aussi c'est un anniversaire, puisque ça fait 40 ans que donc on peut rajouter ceci, ça fait 40 ans qu'on séquence des génomes, et ce génome donc a 3 gènes, toujours selon le sens start-stop auquel je me restreindrai.
Mais les choses vont tout de suite aller en s'accélérant, car dès l'année suivante, enfin disons au cours des années 70, deux méthodes de séquençage des ADN sont mises au point. L'une chimique, la méthode de Maxime Gilbert, que beaucoup d'entre vous connaissent, ou même tous. Et puis la deuxième, c'est la méthode de Sanger, qui est une méthode enzymatique qui, elle également, a connu plusieurs variantes. On ne va pas revenir dans les détails. Et dès 1977, Sanger propose la séquence complète d'un phage, cette fois-ci à ADN. Et ce phage est quand même déjà considérablement plus grand que le phage MS2 de Fierce. Et puis, on voit un certain nombre de caractéristiques, notamment, on voit des gènes qui se chevauchent à différents endroits. Là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le propos. Et puis, une fois que ces méthodes ont été mises au point, on assiste, et tout simplement parce qu'à l'époque, on avait quand même de nouvelles technologies à notre disposition, qui étaient la fabrication d'ADN complémentaire avec la transcriptase inverse, ainsi que, disons, le début du clonage de gènes. Tout ça a bien sûr été mis à profit par toute une série de biologistes moléculaires. J'en ai cité 3 ici, j'aurais certainement pu en citer d'autres, qui se sont attaqués aux séquences des premiers gènes. Alors, je ne parle pas non plus, je ne vais pas parler des aspects de intron-exon, ce n'est pas le propos. Voici juste un rappel de ces quelques papiers qui ont été très importants, notamment celui-ci, qui séquençait toute la région complète de la bêta-globine. Revenons un tout petit peu à Sanger, qui était quand même, je dirais, la personnalité la plus importante dans le séquençage d'ADN de toute cette période. Sanger, vous le savez, a commencé par séquencer des protéines, puis, comme on l'a vu, des ARN, pour passer ensuite aux ADN, avec là aussi un accroissement de taille de ces différents génomes qui était remarquable. Mentionnons aussi au passage que tous ces travaux nécessitaient déjà le développement et l'utilisation d'outils informatiques. Et Roger Staden, qui est ici signataire du papier du génome mitochondrial humain, a été un élément extrêmement important dans ce développement des premiers logiciels d'analyse de séquences. Les choses commencent avec Needleman et Wunsch, dès le début des années 70, sur les alignements de séquences. Et puis ensuite, à partir de ces alignements, Staden propose toute une série d'outils pour manipuler les ADN, pour reconstituer des molécules, les assembler, et ainsi de suite. Donc ça a été... ces gens-là ont vraiment fait un travail pionnier. Il faut aussi, bien sûr, citer Waterman parmi ces pionniers. Et puis, ceci aboutit au développement de l'outil BLAST, que aussi tout le monde connaît ici, par David Lippmann et ses collaborateurs. Ces outils d'alignement ont tout de suite aussi permis une chose extrêmement importante, qui sont les comparaisons entre séquences, et qui sont vraiment... la génomique comparative est vraiment quelque chose qui a occupé une place capitale dans l'analyse de ces génomes. Ici, 2 exemples. Un génome d'Escherichia coli qui a évolué dans certaines conditions. Alors, là, malheureusement, il y a une couleur verte qu'on ne voit pas, qui est ici. Ici, un autre exemple, qui sont les comparaisons de 2 génomes qui sont déjà beaucoup plus divergés, qui sont 2 espèces d'Acinetobacter, d'une part Bailey, et d'autre part, qui doit être ici dans ce sens-là, et d'autre part à Baumani. Donc on faisait ces comparaisons et on reproduisait donc à l'aide de points, on notait toutes les identités de séquences qu'il y avait entre les 2 génomes. Et on est maintenant dans le toujours plus. Et le toujours plus va consister, dans un premier temps, à séquencer tout un tas d'ARN, enfin tout un tas d'ARN messagers, mais sous forme de cDNA, bien sûr. Donc la formule réduite des gènes, qui était possible puisqu'on disposait de transcriptase inverse.
Venter s'était lancé dans cette opération, mais beaucoup d'autres aussi, et notamment beaucoup d'entreprises privées, Human Genome Science, puis Insight, Sequana, Millennium, j'en passe. La plupart de ces entreprises n'existent plus, simplement parce que l'idée de pouvoir faire de l'argent avec des gènes qui allaient être identifiés à l'aide de ces programmes de séquençage était quand même une idée un peu simpliste, et il y avait énormément de travail derrière pour essayer d'exploiter ce genre de données. Et en plus, je crois que c'était carrément un mauvais calcul. Venter ne s'est pas contenté de séquencer des ARN, des cDNA. Il a bien sûr aussi séquencé les premiers génomes. Ici, j'ai listé les tout premiers génomes microbiens. J'ai mis, et je pense que Bernard Dujon me pardonnera, un eucaryote, mais c'est aussi un microbe d'une certaine manière, dans cette liste. Donc les deux premiers sont ceux de Craig Venter. Ici, c'est un consortium international, largement européen, managé par Bernard Dujon et André Gauffaut. Ici, autre consortium essentiellement européen, managé par Antoine Danchin, et puis le génome de Blattner, qui avait certainement commencé le premier, mais qui arrivait un tout petit peu plus tard dans cette course. Cette période des années 90, évidemment, c'est celle du début de ce flux de données qui a nécessité le développement de toute une série de moyens, des moyens de stockage, comment accéder à ces informations stockées, comment présenter ces informations stockées, comment les interpréter, les analyser. Tout ça, c'est le développement de tout un tas de logiciels qui l'ont permis. Je ne cite pas les très nombreux scientifiques qui ont participé au développement de ces outils, qui ont évidemment été absolument indispensables pour pouvoir vraiment faire un usage de ces séquences. Voici un de ces génomes, c'est celui de Haemophilus influenzae, donc un pathogène, donc séquencé par Venter, et présenté sous forme de ces... Chaque petit trait de couleur correspond à un gène. Vous n'arrivez pas à lire ceci, mais chaque gène a été classé dans une catégorie. On reviendra tout à l'heure sur cette notion de catégorie. En tout cas, tous ces programmes de séquençage de génomes chez les prokaryotes ont permis de faire toute une série d'observations, certaines triviales bien sûr, mais d'autres qui étaient déjà beaucoup plus intéressantes. Positionner l'origine de réplication par cette approche-là de GCSQ était une chose tout à fait intéressante. Bien sûr, les programmes de génome ont été faits en premier lieu, mais pas uniquement, pour disposer de catalogues complets des gènes codant pour des protéines. On retrouve bien sûr les pseudogènes, on peut faire des statistiques sur l'usage des codons, on peut voir tous ces gènes codant pour des ARN de la traduction, et ainsi de suite. Et peut-être une chose aussi très importante, on peut identifier des îlots génomiques. On reviendra peut-être un tout petit peu sur cette notion d'îlot génomique. Alors à partir de toutes ces données, les gens dans leurs publications ont commencé à présenter des cellules bactériennes. Alors ici vous avez une cellule qui est rectangulaire, ici vous avez une cellule qui est ovale, et qui, ces cellules, mentionnent tout un tas de réactions métaboliques. Enfin, lorsqu'on voit ces images, on a l'impression qu'on a tout compris sur ce qui est codé par les génomes. En fait, on n'a pas compris grand-chose. Juste pour revenir, par exemple, à ce qu'on est capable la subscientifique moelle qu'on est capable d'extraire en matière de gènes codant pour des protéines. Ici, le génome d'Acinetobacter bailey qui a été séquencé chez nous, avec le nombre de protéines dans les différentes catégories qu'on a à ce moment-là commencé à utiliser, les gènes connus, les gènes très probables, qui sont pratiquement presque aussi connus que les gènes connus, mais quand même un petit peu moins, et puis toute une série de gènes hypothétiques dont on n'avait pas vraiment de notion, on ne savait pas du tout à quoi ils pouvaient servir, et deux catégories, soit ils étaient conservés, soit ils n'étaient pas conservés. Et en fait,
souvent, il peut changer de statut, du statut non conservé au statut conservé, comme on va le voir. D'ailleurs, on voit cette évolution ici sur 4, campagnes d'annotation qui ont été faites. Vous voyez que le nombre de gènes hypothétiques diminue, le nombre de gènes hypothétiques conservés d'abord augmente et puis commence légèrement à diminuer, alors que les 2 autres catégories, en fait, bougent très peu. La catégorie des gènes connus a bougé de 3%, et celle-ci, à peu près un tout petit peu plus. Donc, ça montre une chose, c'est qu'on sait certes interpréter un génome, on sait retrouver ce qu'on connaît, mais pour ce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas en dire grand-chose de plus. Et pour continuer sur les résultats de ces programmes d'analyse de génomes prokaryotes, j'ai déjà mentionné l'aspect de génomique comparative, on y reviendra un tout petit peu, mais il y a certaines notions qui sont absolument essentielles et qu'il faut faire ressortir, parce que c'est là qu'elles sont apparues, c'est dans ces programmes de séquençage de génomes. C'est l'importance du transfert horizontal, l'importance des îlots génomiques. Donc les îlots génomiques regroupent en fait toute une série de gènes qui contribuent à un même aspect physiologique, par exemple des îlots de pathogénicité qui renferment tout un tas de gènes qui vont contribuer à l'infection par la bactérie pathogène, des îlots métaboliques qui eux aussi vont tous se focaliser sur des aspects particuliers du métabolisme. Et puis, je reviendrai aussi un tout petit peu maintenant sur cet aspect de pangénome, qui je pense est un aspect extrêmement important lorsqu'on étudie ces différents génomes. Alors voici une comparaison, une série de comparaisons d'un certain nombre de génomes de Streptococcus agalactiae, qui est donc un pathogène. Et donc les différents génomes ont été comparés et on a utilisé une espèce de code couleur pour aller d'une extrémité du génome à une autre extrémité. Et lorsque les gènes sont identiques, eh ben, ils ont la même couleur. Lorsqu'on a des carrés blancs, enfin des rectangles blancs, ça veut dire que les gènes sont absents dans le génome en question, enfin dans un certain nombre de ces génomes comparés. Donc vous voyez, tous ces rectangles blancs correspondent, ou bien ces petits traits blancs correspondent à des gènes qui sont manquants dans un certain nombre de ces souches de Streptococcus agalactiae. Et donc, on en arrive à la conclusion qu'il y a en fait dans un génome 2 génomes. Il y a d'abord un génome cœur, le corps génome, et un génome qui est dispensable, puisque c'est les fameux petits rectangles blancs qui correspondent à des parties qui ne sont pas systématiquement présentes dans tous les génomes, alors que le corps génome, lui, est bien observé dans l'ensemble des génomes d'une espèce, entre guillemets, bactérienne. Et on voit tout de suite aussi que, en fonction du nombre de génomes séquencés, le nombre de gènes du génome cœur va diminuer jusqu'à une valeur asymptotique, et qu'à partir de là, pratiquement, on peut considérer que ça ne va plus bouger. Même chose pour les nouveaux gènes observés dans les nouveaux génomes séquencés. Là aussi, on va commencer par un très grand nombre de nouveaux gènes observés, et puis là aussi, ça va atteindre une valeur asymptotique pour finir à se stabiliser à quelques dizaines de gènes. Et donc, lorsqu'on va le nombre de gènes du pangénome, lui, va donc continuer à augmenter à chaque nouveau round par cette valeur au niveau de l'asymptote. Cette notion de pangénome a ensuite été étendue à l'ensemble du règne bactérien, et on y a, et ça c'est un travail de Lapierre et Gogarten, qui ont, j'aurais dû dire que le travail précédent était celui de Hervé Tételin et de ses collaborateurs à Taïguer. Ici, un très petit nombre de gènes sont pratiquement observés dans ce cœur étendu, quelques centaines. Et puis ensuite, on a une espèce de gradient décroissant
de gènes plus ou moins présents, donc ici très présents, puis de moins en moins, jusqu'à atteindre une certaine valeur qu'on peut limiter arbitrairement. Et puis ensuite, on va retrouver un troisième, donc ça ce sont les gènes qu'on appelle les character genes, c'est-à-dire qui en fait sont responsables d'un certain nombre de caractéristiques physiologiques des espèces qui les portent. Et puis ensuite, il y a un pool de gènes accessoires dont on n'a en général aucune idée de la fonction et qui sont sans doute plus des gènes en devenir, en l'attente de se stabiliser, parce que ce sont aussi des gènes qui sont extrêmement peu conservés, en attente de se stabiliser une fois qu'une fonction, disons, véritablement utile aura été trouvée. Donc ici, juste pour avoir une idée de la fréquence de ces différentes catégories, le Extended Core, vous voyez, ce sont très peu de gènes, 250. 2 tiers sont de ces gènes de caractère, qui sont donc les gènes de la physiologie de l'espèce. Et puis, cet énorme pool de gènes accessoires, qui représente à peu près le fameux tiers de gènes hypothétiques de tout à l'heure. Ces gènes accessoires, on ne sait pas à quoi ils servent en général, mais au fur et à mesure du séquençage de nouveaux génomes, ils s'accumulent. Alors, on peut se demander aujourd'hui si, en ce qui concerne les génomes prokaryotes, on est à la fin de la génomique des prokaryotes. A-t-on encore besoin de nouveaux génomes ? On peut répondre à un certain nombre de choses. D'abord que l'inventaire des gènes, le recensement, n'est pas complet, mais on a peu de chances de trouver un nouveau reploiement protéique. Et puis, on a aussi très peu de chances de trouver une nouvelle superfamille protéique. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. Ce qu'on remarque aussi, on va revenir sur cette notion tout à l'heure, c'est qu'il y a une distribution extrêmement biaisée dans les génomes séquencés. Énormément de pathogènes, et bien sûr, il y a des raisons à ça, notamment des raisons de financement, et puis très peu de génomes de bactéries environnementales. Donc là, il y a certainement un équilibre à rétablir. Je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de séquencer des pathogènes, certainement pas, mais il faut sans doute séquencer plus de génomes environnementaux. Un signe encourageant, c'est celui de cette initiative du DOE qui a décidé de séquencer toutes les espèces existantes de bactéries et d'archées. En ce qui concerne l'inventaire des gènes, je ferai juste une remarque. C'est la suivante, c'est que tout à l'heure je disais qu'on avait peu de chances de trouver de nouveaux gènes, enfin de nouveaux reploiements. Ici sont représentés l'ensemble des gènes détectés dans un projet massif de séquençage qui est celui de Tara Océan, que nous avons publié l'an dernier. Et vous voyez que le nombre de gènes nouveaux à chaque échantillon séquencé, ce qui s'accroît beaucoup au début, s'accroît de moins en moins, et là aussi tend vers une asymptote. Donc on a une raréfaction de la découverte de nouveaux gènes. Et on a comparé ceci à d'autres échantillons qui sont ici. Ça, c'est celui des gènes issus du tube digestif, donc du programme Métaït, alors où on plafonne vers les 6000 gènes. Douchko, Ehrlich vient juste de me dire que maintenant, on était plutôt près de 10 000 que de 6000. Néanmoins, on n'arrivera pas à augmenter énormément les valeurs de ces asymptotes. Je parlais de biais, et ce biais est encore accentué du fait que les espèces séquencées, non seulement ce sont des pathogènes, mais que la plupart de ces pathogènes se retrouvent dans 3 phylums, 3 divisions bactériennes, qui sont les protéobactéries, les firmicutes et les actinobactéries. À elles seules, elles représentent pas loin de 90% des génomes séquencés. Passons aux eucaryotes. Donc on a déjà parlé du cas de Saccharomyces. Très rapidement après, 2 autres génomes sont apparus, enfin même 3. Les génomes des organismes modèles préférés des biologistes,
le nématode, la drosophile, la rabette. Et l'homme a suivi peu de temps après, et la souris également. Alors, ces différents génomes, bien sûr, les premiers sont des génomes qui sont quasi complets. En ce qui concerne l'étendue de la complétion, c'est peut-être pas très français, mais enfin de l'état d'achèvement du génome humain, il est représenté ici. Lorsque on parle ici de génome complet, on a publié en 2004, on en était à peu près à 300 trous, alors que dans la version de 2001, on en était à 200 000 trous. Donc il y a quand même eu un progrès considérable. Mais ces 300 trous, eux, ont énormément de mal à être réduits. Il y en a quelques-uns qui l'ont été. Je crois qu'il y en a à peu près ici, on parle d'un total de 25 gènes, 25 ensemble trous de séquençage qui ont été comblés, mais la plupart d'entre eux sont encore là aujourd'hui. Là aussi, ces programmes de séquençage, bien sûr, ont été multidirectionnels, d'abord vers la recherche fondamentale, d'abord pour établir ces catalogues de gènes qui sont bien sûr absolument cruciaux pour les biologistes. Ces catalogues posent évidemment un certain nombre de problèmes. Quelle est la qualité de ces catalogues? On peut toujours en discuter. Périodiquement, le nombre de gènes, ceci a été mentionné tout à l'heure par Jean Gaillon, le nombre de gènes est revu. Quant à l'interprétation, elle aussi, il y a, disons, un nombre d'erreurs considérables dans les interprétations et dans les listes de ces catalogues en ce qui concerne les fonctions. Néanmoins, ces génomes servent évidemment d'infrastructure à tout un tas d'autres travaux, les omics, retrouver tout un tas de caractéristiques sur les génomes. On va voir ça avec le programme ENCODE, les ARN non codants, et puis il a déjà été fait mention d'épigénétique, je ne vais pas non plus insister là-dessus. Je vais aussi un tout petit peu mentionner les aspects évolutionnaires, encore qu'ils seront repris certainement de façon beaucoup plus détaillée dans un certain nombre d'autres interventions par la suite dans ce congrès. Ici, un camembert qui montre donc, comme tout à l'heure, les différentes familles ou différents groupes de fonctions pour lesquelles on a des gènes. Donc vous voyez que le métabolisme occupe une part importante, d'autres mécanismes moins. Et ce genre de camembert a fleuri au cours des années 90 et 2000 pour, disons, qu'on donne au lecteur une impression que finalement on savait beaucoup de choses sur les génomes. Mais vous voyez quand même que la fraction de gènes, ça c'est pour, ici on est dans le cas d'Arabidopsis, sans fonction, reste quand même extrêmement importante. Alors, Arabidopsis, la situation a pas mal évolué ces dernières années, parce que c'est un génome qui continue à être annoté, et puis aussi parce qu'on a sans doute un peu changé notre fusil d'épaule sur la manière de définir ce qu'est une fonction de gène, et on reviendra un tout petit peu sur cette notion. Aujourd'hui, les gens prétendent que pour Arabidopsis, on connaît à peu près 90% des fonctions. Alors je pense que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que prétendent les gens qui sont en charge de la notation de ce génome. Autre point, autre moment important de l'analyse de ces génomes, c'est la publication des résultats de l'encyclopédie des éléments de DNA, ENCODE, papier paru fin 2012, qui concluait à, disons, 80% du génome, on pouvait assigner une fonction biochimique à 80% du génome. Alors on va revenir sur cet aspect tout de suite. Mais disons, il y a eu deux séries de réactions. Il y a une première série de réactions qui était un éditorial de Bruce Alberts à l'époque, se lamentant sur le fait que, mais ça c'est, est-ce que vraiment on est encore dans le schéma classique de la manière de faire de la science dans la génomique, ou est-ce qu'on est vraiment sur une autre planète? Et ils ont conclué que finalement
c'était quand même pas vraiment très enthousiasmant la tournure que prenait la manière de faire de la science. Et puis il y a une deuxième série critique, on va un tout petit peu en parler, qui était celle de ENCODE, qui prétendait que finalement il n'y a pas 90% de junk DNA, mais qu'il y en a beaucoup moins, puisqu'on a 80% de DNA qui manifestement a une fonction biochimique. Alors, le terme de fonction est certainement totalement excessif. On va tout de suite en parler. Bon, ça, c'est une représentation des résultats de ENCODE agglomérés à la séquence du génome. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour dire que ENCODE, bien sûr, essaye de détecter toute une série d'éléments sur l'ADN, des éléments qui sont importants dans la transcription, qui sont des morceaux d'ADN capables de s'associer à des protéines, qui sont des éléments d'ADN qui sont sensibles à la DNase, des éléments d'ADN qui sont méthylés, ou disons toute une série d'indices qui permettent de dire ou qui permettent de penser que peut-être ces éléments-là ont une importance dans l'expression du génome. Alors, il y a eu donc cette critique. Comment peut-on penser que qu'on n'a que très peu d'ADN junk et finalement est-ce qu'aujourd'hui, si on continuait le programme d'ENCODE, on n'en arriverait pas à 100% d'ADN qui serait capable d'avoir une fonction biochimique? Alors évidemment, fonction biochimique, encore une fois, on vient d'en parler, c'est surtout d'une part la transcription d'ARN non codant, et c'est aussi beaucoup des interactions entre des protéines et des séquences d'ADN. Mais qui dit interaction entre une protéine et une séquence d'ADN ne peut pas apporter juste la preuve que cette interaction a un véritable rôle, une véritable fonction dans le fonctionnement de ce génome. Et il y a eu des critiques encore plus sévères, ici de la part de Ford Doolittle, qui reprenait toute une série d'arguments pour dire qu'on ne peut pas conclure à 80% de génome avec une fonction. Et puis le pompon dans les attaques contre ENCODE, c'est celui de Dan Grohr et de ses collègues qui parlent carrément de Evolution Free Gospel of ENCODE. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense que les esprits se sont un peu calmés, que ENCODE a effectivement reconnu que c'était peut-être un peu exagéré de dire que ces morceaux d'ADN portaient une véritable fonction. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a d'autres, disons, programmes de bases de données qui utilisent ce genre d'informations. En particulier, il y a Gene Ontology, qui est très utilisé par les gens qui travaillent sur les organismes modèles, pour dire que dès qu'on a une interaction entre un ADN et une protéine, c'est qu'il y a véritablement une fonction. Et donc Gene Ontology a un peu aussi, je pense, poussé à la roue pour cette évaluation excessive de fonctions codantes au niveau de la séquence d'ADN. ENCODE a aussi été étendu, je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, moi, à d'autres génomes, à la souris, aux organismes modèles comme le nématode et la drosophile. Et on est donc, après 20 ans d'analyse de génome eucaryote aujourd'hui, on a fait tout ce genre de choses. Dernier point que je voudrais mentionner, c'est celui sur l'évolution et la phylogénie, qui également sera beaucoup plus détaillé ici les prochains jours, juste pour montrer qu'en fait ces génomes ont permis de voir des événements essentiels dans l'évolution de certaines lignées animales. Ici, un poisson qui est un téléostéen tout à fait standard, qui est le tétraodon, qui a un génome très compact, comme le fougou. Et vous voyez, chaque ligne rouge réunit deux gènes présentant une très forte identité de séquence.
issu d'une duplication, et donc on voit que l'ensemble du génome de tétraodon et des téléostéens en général a subi une duplication assez tôt dans son évolution, et ceci, disons, mettait un terme final à une controverse qui a beaucoup animé les gens s'occupant d'évolution chez les poissons. Ici, un autre génome qui est celui de la vigne. Alors malheureusement, les couleurs ne sont pas très visibles, mais là, on voit une triplication. On va prendre les génomes mauves, enfin les éléments mauves. Donc tout ça, ce sont des grilles avec des points. Chaque point représente une forte similarité de séquence. Et ce sont des paralogues, tout simplement. Et on voit que pour un chromosome donné, ici, c'est le chromosome 14 de la vigne, on voit qu'on détecte toute une série de points. Donc ça, c'est les fameuses Oxford Grid que les cytogénéticiens aimaient bien utiliser avant le séquençage. On voit que ces fameuses... ici, on voit deux régions de très forte similarité de séquence sur deux autres chromosomes qui sont on n'arrive pas bien à lire, enfin disons peut-être le 7 ou le 6 et le 8. Et puis on retrouve la même chose lorsqu'on regarde le chromosome 6, on va retrouver le 14, on va retrouver, et ainsi de suite, on va retrouver avec le 8, on va retrouver le 6, et puis avec le 6, on va retrouver le 8. Bref. Donc ceci montre que les dicotylédones ont subi une triplication. Et cette triplication, sans doute, est apparue extrêmement tôt, là aussi, dans l'apparition de tout ce groupe de plantes, et se distingue de cette manière des monocotylédones. Alors la situation chez les monocotylédones est beaucoup plus compliquée parce qu'il y a eu tout un tas de duplications, disons, intermédiaires. Alors en termes d'eucaryotes, en sommes-nous là aussi à la fin? Faut-il séquencer d'autres génomes eucaryotes? On voit là aussi qu'il y a d'importants biais dans les représentations qui, là encore, sont dus à des biais de financement. On voit aussi que des phylums entiers, et on va le voir tout de suite de façon plus détaillée, sont non couverts par les programmes de séquençage. Il y a bien sûr tout un tas de choses qu'il faut continuer à accumuler et analyser, qui sont les variations à l'intérieur des espèces, pour notamment des raisons de sélection variétale, par exemple chez les plantes. Et puis il y a un domaine qui est extrêmement peu exploré, c'est celui des virus eucaryotes. Ici, c'est une représentation qui vaut ce qu'elle vaut de l'arbre phylétique des eucaryotes, avec 6 groupes sur lesquels les gens sont plus ou moins d'accord. Ce sont la phylogénie elle-même évolue à une vitesse extrêmement importante. Donc je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on aura une autre représentation que celle-ci. Néanmoins, juste pour illustrer ce que je disais, voilà les groupes dans lesquels il y a des génomes séquencés, donc notamment chez ceux-là, l'archéplastide, chez les opistocontes. Nous sommes des opistocontes, vous ne le saviez peut-être pas. Chez les chromalvéolés, un petit peu. Puis alors il y a d'autres, notamment des unicellulaires, des groupes entiers d'unicellulaires où on ne sait presque rien. Donc ça, il faut que ça change. Et lorsqu'on regarde même dans les groupes où on a des données de séquences, on voit que ce sont surtout les métazoaires qui ont des séquences, ou les champignons, ou les plantes chez les archéplastidés. Donc, très gros biais, et donc là aussi, il y a certainement encore énormément de choses à faire en matière de génomique. Je n'insisterai pas non plus là-dessus. La génomique va évidemment continuer à être extrêmement importante pour les humains et pour la santé. On en entendra parler certainement au cours de ce congrès. En ce qui concerne les applications, on a déjà parlé du problème
des prokaryotes avec bien sûr les pathogènes. La métagénomique, il va certainement en être question là aussi dans les futures communications. Et puis on va bien sûr aussi entendre parler de plantes et sans doute demain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que le travail est fait en matière de génomique? On a déjà vu que sans doute pas tout à fait. Donc j'ai repris ici l'image de Caton l'Ancien qui ne faisait que ressasser toujours le même leitmotiv, mais je dois dire que ce leitmotiv, moi aussi, j'ai tendance à l'utiliser. Et je pense qu'il faut qu'on continue, et en particulier dans les phylums qui sont peu explorés ou pas explorés du tout, qu'on continue à faire des programmes de séquençage pour améliorer notre recensement de gènes. Et puis alors, il y a évidemment le problème de la fonction. La génomique apporte très peu d'informations et très peu de choses au problème de la fonction, il faut dire. Et ça, c'est évidemment la biologie en général qui va progressivement et de façon très très lente nous aider à avoir une meilleure idée d'un certain nombre de fonctions codées par les gènes. Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir une fonction pour tous les gènes? Je n'en sais rien et je pense que ça prendra énormément de temps. Maintenant, pour aller au-delà de la génomique, il y a bien sûr la métagénomique. Je n'en parlerai pratiquement pas. La métagénomique essaye de répondre à ces questions. Nous verrons demain, Douchko nous dira un peu qu'est-ce qu'il en est de ces questions, où est-ce qu'on en est dans les réponses. Et puis il y a aussi, bien sûr, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, même un peu avant, la biologie systémique. Et je finirai juste par, disons, une réflexion de Sidney Brenner, il y a quelques années, qui disait qu'en fait, le problème de la biologie systémique, qui était donc de convertir les datas en connaissances, était quelque chose qu'on n'arriverait jamais à faire, simplement parce qu'on ne peut pas déduire un modèle de fonction à partir du comportement d'un système complexe. Et je crois que ceci est tout à fait vrai et qu'on arrivera là aussi à faire des progrès de façon très très lente en s'attaquant à des systèmes beaucoup plus simples que celui d'un organisme eucaryote multicellulaire entier. Voilà, j'ai terminé. Donc on en est déjà à 40 ans de génome. C'est passé finalement très très vite. C'est pratiquement toute ma carrière scientifique. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean. Est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention? J'espère. Où ça? Ah oui. Non? Ah oui. Oui, on associe Mendel aux lois de l'hérédité aux gènes, et donc au génome, et on séquence des génomes, c'est-à-dire une banque de données. Mais la transformation, enfin, le transfert de l'information et donc le cœur de l'hérédité, c'est l'ARN qui le fait. Oui. Et ça, on n'en parle pas. Bah si, on commence à en parler avec l'ARN non codant. Alors je ne vais pas rentrer dans les problèmes d'ARN non codant parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de bruit dans les ARN non codants. Je ne veux pas dire que les ARN non codants sont systématiquement sans fonction, bien au contraire, il y en a certainement qui en ont. Mais lorsqu'on voit qu'en délétant, disons, des morceaux d'ADN codants pour des ARN non codants et qu'on ne retrouve rien au niveau du phénotype, on peut se poser des questions. Alors on peut toujours dire on n'a pas regardé de la bonne façon, ça c'est vrai, mais je doute que l'ensemble du génome qui vraisemblablement risque d'être transcrit, ou enfin disons les 60 ou 70% de génomes transcrits qu'on identifie aujourd'hui,
et une fonction. Mais je ne reste pas cristallisé sur les non-codants, c'est toute la dynamique de l'ARN messager transfert ribosomiaux qui est le cœur de l'hérédité. La transmission de l'information. Non, mais Henri, je suis d'accord avec toi. Mais l'objet de la génomique, c'était pas ça. L'objet de la génomique, le premier, c'était quand même de faire un inventaire des fonctions des protéines. Mais on a bien dit dans le premier exposé qu'on essaye de comprendre l'hérédité. La transmission de l'information. Ce n'est pas l'ADN seul qui va donner. Mais bien sûr que ce n'est pas l'ADN seul, on est bien d'accord. Oui, il y avait encore par ici, non? Oui, donc je voulais juste revenir un petit peu sur ENCODE, comme vous avez parlé de ça assez longuement. Sur le programme ENCODE, l'impression que ça a donné à l'époque, c'est que les données ont été publiées un petit peu rapidement pour pallier à la démocratisation des technologies de séquençage qui se répandaient vraiment dans tous les instituts de par le monde, et que cette histoire de junk DNS était aussi un moyen de valoriser un peu le travail qui avait été fait par le consortium initial par rapport au fait que faire du ChIP-seq ou de ce genre d'analyse génomique était devenu très démocratique. Beaucoup de labos faisaient ça de par le monde. Donc en fait, je voulais savoir si vous savez si c'est un peu ça ce qui s'est passé, ou alors également la position de ce genre de programme, de ce genre de grands programmes, de grands consortiums. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire, ou ça c'était le NES qui avait lancé ça? Alors bon, c'est un ensemble de questions assez compliquées. Je ne pense pas que la démocratisation du séquençage ait modifié en quoi que ce soit le projet ENCODE, parce que en fait ENCODE, c'était trouver des fonctions à des morceaux d'ADN, ce n'était pas obtenir des données de séquence. Les données de séquence étaient déjà là. Donc il y a toute une série de technologies sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, qui ont donc été utilisées pour mettre en évidence ces éléments qui se retrouvent au niveau du génome. Ensuite, est-ce que tous ces éléments qui ont été identifiés ont une signification biologique? Ça, c'est une question qui est beaucoup plus difficile à trancher. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a eu une exagération médiatique très importante en disant voilà, on a 80% du génome sert à quelque chose, alors que avant on disait oui, au maximum ce sont 10% qui sont vraiment utiles. Donc c'était évidemment faire beaucoup de bruit, et ça a été effectivement, ça a fait beaucoup de bruit, d'abord dans les médias, puis ensuite ça a appelé un certain nombre de réactions assez violentes chez les évolutionnistes en particulier. Donc je pense qu'aussi, vous avez parlé, mais est-ce que vraiment ça sert à quelque chose, tout ça? Je pense que oui. Bon, ça a coûté beaucoup d'argent. ENCODE a coûté beaucoup d'argent, mais je ne pense pas... Enfin, lorsqu'on regarde le nombre de citations de ENCODE, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même très significatif. Et je pense que ces données ont une utilité, certainement moindre que ce qu'on voulait bien leur attribuer, mais enfin, pour des petites équipes qui ont beaucoup de difficultés à, disons, démarrer des programmes pour étudier une technique particulière, que ce soit du ChIP-seq ou que sais-je, je crois que c'est quand même utile pour ces petites équipes de disposer déjà d'une grosse quantité de données sur la constitution, l'établissement de nouvelles hypothèses. Bien. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Oui. Jean-Louis. Qui manque un peu parce que les noms, tu as cité évidemment Sanger et puis ceux qui ont développé les techniques d'informatique, c'est effectivement des gens de la recherche académique. Or, la révolution récente de la génomique, c'est quand même les techniques de séquençage
post-Singer et, j'allais dire, pour citer une compagnie quand même, Illumina. Et je crois qu'il y a peut-être une histoire à écrire qui est plus difficile parce que c'est des gens qui sont moins dont les noms sont moins connus. Mais je crois que c'est très intéressant de se demander comment, je veux dire, on a eu 30 ans de Singer, paraît-il, Singer disait en visitant le Singer Institute, mais vous faites encore la méthode de Singer, depuis 30 ans, vous n'avez rien trouvé de mieux, et tout d'un coup, il y a eu cette explosion, et puis, puisque notamment l'article de Lander sur CRISPR parlait de ces héros quelquefois méconnus de l'histoire de CRISPR, au départ, je voudrais citer peut-être qu'il y a un Français qui est à l'origine des brevets de colonies, d'amplification par colonie attachée. Il travaillait chez Glaxo, ces brevets ont été achetés par Solexa, Solexa a été acheté par Illumina, et quand on regarde, c'est vraiment à la base de la technologie Illumina, mais c'est des gens dont on ne parle pas. Ce que tu dis est tout à fait vrai. J'ai effectivement, dans cet exposé, disons, je n'ai pas du tout insisté sur les NGS, et j'aurais peut-être dû, mais bon, ce sont évidemment les méthodes qu'on utilise aujourd'hui. C'était peut-être un peu sous-entendu que les NGS existaient et qu'on les utilisait massivement. Maintenant, je pense que si j'avais à refaire ça dans 5 ans, on en parlerait certainement de façon beaucoup plus détaillée. Mais j'ai surtout voulu parler des pionniers. L'histoire des sciences, je pense que ça serait intéressant. Tu as raison. Tout à fait. Bien. Bien. Il nous reste à remercier Jean, je crois.